Bonjour à tous, c'est 101%. Hier c'était Benoît, demain ça sera Benoît et aujourd'hui c'est Davy. On commence avec un sommaire puisqu'il faut un sommaire dans chaque 101%. Et le sommaire d'aujourd'hui c'est une critique de jeux vidéo, The Settlers, Temps perdu et Retro and Magic pour terminer. Mais on commence par les news parce que on fait toujours comme ça donc je vois pas pourquoi ça changerait. À l'occasion de la sortie de la compilation Kusamakura en septembre dernier, une tournée Cabaret Shinjuku est organisée avec de nombreuses dates à travers la France. Pour sa première représentation, le show débutera aux Herbiers le 23 octobre prochain. On notera également les passages à Nantes ou Angers, ainsi que les dates à Paris le 30 octobre au Ciné-Théâtre 13 et le 2 novembre au Divan du Monde. Lors de cette tournée, le spectacle sera assuré par le duo Momonashi, le guitariste Iviya Katan, Maya Baru ainsi que les Romanesques. Namco Bandai Games a annoncé que Soul Calibur Legends sortirait le 13 décembre au Japon. Cet épisode, exclusivement prévu sur Wii, se démarque du concept original. Terminer le jeu de baston classique place à un gameplay se rapprochant du beat'em all. L'une des nombreuses autres attractions du titre résidera dans sa jouabilité adaptée à la Wiimote pour que le joueur ait l'impression de trancher du monstre dans son salon. Espérons que les sensations soient meilleures que celles proposées par Dragon Quest Sword. La série des Tales of a connu d'innombrables épisodes depuis plus d'une dizaine d'années. Le premier à sortir sur Wii sera Tales of Symphonia Night of Ratatoskr. Il s'agit de la suite du Tales of Symphonia sorti à l'époque sur GameCube et PS2. L'histoire se déroule 2 ans après la fin des aventures de Lloyd et de sa bande. On attend maintenant d'en savoir un peu plus sur ce jeu qui est prévu pour le printemps 2008 au Japon. Sorti au Japon en juin dernier, Folklore y est passé relativement inaperçu. Demain, c'est le public français qui pourra découvrir le titre de Game Republic prévu sur PS3. Ce jeu, qui se rapproche d'un action RPG, propose un univers fantastique et une ambiance sombre qui font toute sa singularité. En ce qui concerne le gameplay, le joueur devra capturer les âmes des créatures qu'il rencontre pour s'en faire des alliés, un peu à la manière de Pokémon. Plus de précision jeudi pour la critique du jeu dans 101%. Bleach Shattered Blade est un jeu de baston sur Wii, adapté du célèbre animé qui coule encore aujourd'hui des jours heureux au Japon. Comme on pouvait le prévoir, le titre s'appuie sur les larges possibilités qu'offre la Wiimote. Cela devrait permettre aux joueurs de s'identifier à son personnage préféré. On entend déjà les amateurs de la série se déchaîner dans leur salon en criant Bankai! Bankai! Konjiki Ashisogi Jizo! There's nowhere to run! You won't get away! There's nowhere to run! You won't get away! Je dis à Alex, je ne sais pas du tout ce que c'est le jeu que je dois présenter et il me dit rien et il allume la caméra. C'est vraiment sympa. Merde. Merde. Sorti en 1993, The Settlers avait séduit les possesseurs d'Amiga puis de PC, en proposant un jeu de gestion d'un nouveau genre. Sa suite, sous-titrée Veni Vidi Vici et parue en 1996, sublimait le concept de l'original et est encore considéré comme le meilleur épisode de la série. Cela lui a d'ailleurs valu de bénéficier d'un remake tout en 3D, à l'occasion de son 10e anniversaire. Et pour la première incursion des petits colons sur console, en l'occurrence sur la DS de Nintendo, c'est encore une fois cet épisode légendaire qui a été adapté.
Perdu en mer, l'expédition de l'explorateur romain Octavius se retrouve échouée sur des rivages inconnus, à l'autre bout du monde. Sans espoir de secours, les Romains n'ont pas d'autre choix que de refaire leur vie sur cette terre mystérieuse. Mais très vite, Octavius et ses hommes découvrent qu'ils ne sont pas les seuls à tenter de fonder une colonie en ces lieux. Nubiens, Vikings et Asiatiques y sont déjà fermement établis et se livrent une guerre sans merci. Le principe de The Settlers pourrait se résumer par une idée maîtresse, la microgestion du transport des ressources. En effet, le joueur ne dirige pas directement ses colons. Quand le joueur construit une cabane de bûcheron par exemple, si une hache est en stock et un colon au chômage, alors le petit bonhomme s'improvisera bûcheron et commencera à ruiner les poumons de la planète dans la joie et la bonne humeur. Il produira alors des rondins de bois qui devront être transformés en planches à la scierie avant d'être exploitables pour la construction de nouvelles structures. Si le joueur construit une ferme, celle-ci produira du blé qui deviendra de la farine après passage au moulin, laquelle sera ensuite transformée en pain au fournil. Ce pain servira à son tour à nourrir les ouvriers des mines qui en retour exploiteront des veines de fer, de charbon ou d'or. À leur tour, ces ressources devront subir une transformation à la fonderie avant de devenir armes et outils sous le marteau du forgeron. Le transfert des ressources est assuré par les routes que le joueur doit tracer entre les différents bâtiments. Ces routes sont délimitées par des drapeaux, entre lesquels une véritable chaîne de porteurs finit par se constituer. Autant dire que plus la colonie grandit, plus la situation tourne au cauchemar logistique pour acheminer efficacement les matières premières d'un point A à un point B. Il faudra consulter une multitude de diagrammes et graphiques pour gérer tous ces paramètres. Par chance, l'interface est bien pensée, puisqu'on peut utiliser les 4 boutons A, B, X et Y pour basculer entre les 4 écrans principaux. Les touches L et R permettent quant à elles respectivement d'intervertir l'affichage des 2 écrans et d'augmenter la vitesse du jeu. Ce qui est quand même bien pratique pour éviter de mourir de vieillesse avant de voir la complétion de cette onéreuse forteresse dont on a ordonné la construction depuis des heures. Évidemment, on ne tarde pas à se frotter à des voisins belliqueux, tandis que l'on établit des baraquements pour étendre ses propres frontières. The Settlers DS est en tout point semblable à l'original. Les plus anciens se rappelleront peut-être que la gestion des combats était déjà son principal défaut à l'époque. Le contrôle indirect exercé par le joueur peut rendre la guerre particulièrement frustrante, surtout lors des premières parties, où l'on aimerait pouvoir mener ses bidasses à la baguette par pur réflexe. On ne se débarrasse pas facilement d'années de pratique des STR. En plus de cette lacune directement héritée de son ancêtre, le jeu souffre de 2 écueils propres à cette version DS. Des temps de chargement et de sauvegarde péniblement longs et des ralentissements notables lorsque l'on dézoome la vue. Cela enlève un peu du plaisir de The Settlers, qui est quand même de prendre du recul et de regarder son petit monde s'affairer de lui-même sous nos yeux. Bon, il faut admettre que les petits écrans de la DS ne permettaient pas vraiment d'en profiter pour commencer. Au niveau des modes de jeu, The Settlers DS se révèle très complet. On y retrouve la campagne originale, forte de 10 missions, une nouvelle campagne mondiale, où vous devrez conquérir le monde continent après continent, ainsi qu'une 50aine de scénarios libres. Ceci fonctionne sur le principe du bac à sable, c'est-à-dire que vous pouvez paramétrer le scénario selon vos envies. Ennemis, alliances, ressources, conditions de victoire, et ainsi de suite. La durée de vie du titre est donc assez hallucinante. Enfin, sur le plan musical, on retrouve une jolie mélodie tirée du remake de Settlers 2. Sans grande surprise, cette unique musique devient un peu répétitive à la longue. Les plus nostalgiques regretteront peut-être de ne pas retrouver la bande-son du jeu original. Malgré ses défauts d'optimisation et son aspect vieillot, The Settlers n'a rien perdu de son charme et son gameplay reste redoutablement addictif. Résolument différent des autres titres du genre, il demeure un titre mythique auquel on a plaisir à jouer dans les transports en commun. Malheureusement, il souffre de la concurrence de jeux comme SimCity DS et surtout Anno 1701, nettement plus accessible et graphiquement séduisant. Et oui, la vie est dure pour les vieilles gloires. Tout de suite, temps perdu. L'émission qui sert à perdre son temps au travail. Moi, par exemple, mon travail, je suis photographe. Ah non! Bonjour! Il faut bien payer la pension des gosses, mais vous ne savez pas comment occuper vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu! Décidément, les crossovers vidéoludiques inspirent les créateurs de tout poil.
Après MK vs SF, voici venir Haloid. Monsieur Monty Oum nous propose d'apprécier à sa juste valeur un combat mémorable opposant le Master Chief de Halo à Samus de Metroid. Même si on se rend rapidement compte que la chorégraphie s'inspire assez librement et surtout largement de la série des Matrix, on ne peut que s'extasier devant le travail effectué. Ça tabasse, ça cartonne, ça s'envoie des vaisseaux sur la tronche, c'est dynamique à souhait et ça se paye même le luxe d'être tout simplement beau. Malgré quelques fautes de mauvais goût, Haloid fait partie de ces petits films bien fun que l'on aime faire découvrir à ses amis. Sachez par ailleurs que Monty Oum propose sur son site d'autres vidéos, plus éloignées de l'univers vidéoludique, mais qui méritent tout de même que vous passiez y faire un petit tour. Et puis de toute façon, n'oubliez pas, pour gagner plus, jouez plus. Tout de suite, c'est Retro & Magic dans 101% et c'est un spécial Grim Fandango. Allô? Marie-Jeanne? Marie-Jeanne Parker? Tout au long de l'histoire du jeu vidéo, une poignée de titres est parvenue à transcender les barrières du genre et à s'imposer comme des références artistiques et culturelles à part entière, devenant pour le jeune médium vidéoludique l'équivalent de ce que furent Citizen Kane ou Autant en emporte le vent pour le 7e art. Grim Fandango est l'un de ces jeux, l'une de ses œuvres. Dans les années 90, le nom LucasArts était synonyme de qualité et invariablement associé à leur genre fétiche, l'aventure graphique. Après avoir produit des classiques indémodables du point and click tels que Monkey Island, Day of the Tentacle ou encore The Dig, tout le monde se demandait comment LucasArts allait négocier le délicat passage à la 3e dimension. Les yeux des amateurs de jeux d'aventure se braquent alors sur le nouveau projet de Tim Schafer, le créateur de Full Throttle, chargé de relever ce défi. Ce sera Grim Fandango. J'ai bien peur que le 9 Express ne soit pas pour vous. Mais attendez, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Oui, c'est ça, oui. Voilà la solution. Le maître mot de Grim Fandango est identité, qu'elle soit graphique, scénaristique ou de gameplay. Grim Fandango ne ressemble à rien d'autre. Puisant son inspiration dans les traditions de la fête des morts mexicaine, le jeu se déroule au pays des morts, années 50 décalées à l'architecture art déco où les personnages sont des calaveras, des squelettes de papier mâché. Le héros de l'aventure, Manny Calavera, suite à quelques impardonnables péchés commis de son vivant, rembourse sa dette en travaillant pour le département de la mort, une organisation dont le but est de faucher les âmes des vivants pour leur proposer des voyages vers le 9e monde, le paradis local, en fonction de la vertu dans laquelle leur vie a été menée. C'est un bal masqué? Un beau jour, Manny découvre des malversations au sein du département et commence à soupçonner que le destin de certaines âmes a été détourné au profit de défunts bien moins recommandables. Désormais en danger de mort, ou plutôt de germination, méthode poétique et terrifiante pour se débarrasser d'un trépassé de manière plus définitive, Manny va commencer un long voyage de 4 ans à travers le dangereux pays des morts, avec à la clé le salut d'âmes dépossédées et peut-être sa propre rédemption. Tout au long de ces pérégrinations qui l'emmèneront de la ville d'El Alamoine aux portes même du 9e monde, Manny va rencontrer toute une galerie de personnages inoubliables. Glottis, l'énorme mécano maladroit,
la vertueuse Mercedes, alias Meche, Salvador le révolutionnaire, ainsi que des ennemis acharnés au service du sinistre Hector Le Mans. Si l'humour tient une part prépondérante dans ce scénario d'une grande richesse, la tragédie n'est pas absente. Certaines scènes, absolument sublimes de poésie morbide, parviennent même à arracher des larmes aux joueurs, ce qui n'était pas si fréquent à l'époque. Lola! Lola! Grim Fandango n'est jamais gratuit, et d'une intelligence rare, trop rare encore dans les jeux vidéo. Cerise sur le gâteau, le jeu bénéficiait d'une version française de tout premier ordre. Vous n'êtes pas l'infirmier? Non. Musicalement parlant, les compositeurs habituels de LucasArts, Peter McConnell et Clint Bajakian, reprennent du service et livrent une bande-son somptueuse entre le jazz enfumé des films noirs et la musique traditionnelle mexicaine. Grim Fandango prend également le parti, pour ne pas dire le risque, de délaisser la maniabilité à la souris, classique des point and click, pour un contrôle au clavier évoquant les premiers Alone in the Dark. Il sacrifie l'intuitivité propre au genre pour une plus grande immersion, quitte à ne pas toujours être évident à diriger. C'est bien là son moindre défaut. Très long et passionnant de bout en bout, Grim Fandango est devenu au fil des années une référence absolue du jeu d'aventure, un standard auquel tous les nouveaux venus doivent se comparer, au même titre que par exemple The Longest Journey. Belle revanche pour un jeu qui connut un échec commercial retentissant, poussant même Tim Schafer à quitter LucasArts pour fonder son propre studio Double Fine Production. C'est là qu'il finit par accoucher dans la douleur d'un autre chef-d'œuvre, Psychonauts. Quant à LucasArts, après un ultime épisode de Monkey Island, la société délaissa les jeux d'aventure pour se consacrer à une activité plus rentable, la déclinaison à toutes les sauces de la licence Star Wars. Comme vous avez pu le remarquer, ce 101% était un peu spécial parce qu'aujourd'hui est une journée spéciale. Oui, vous, possesseurs de la Freebox, vous n'êtes plus les seuls à pouvoir regarder No Life. Il y a tous les abonnés Alice qui nous ont rejoints et qui peuvent regarder No Life, qui nous regardent en ce moment même. Bienvenue à vous, abonnés Alice. Et pour fêter votre arrivée chez nous, à 19h30 dimanche, on fait une rétrospective avec tout ce qu'il y avait de bien sur No Life jusqu'à maintenant. Comme ça, vous n'êtes plus obligés d'aller voir sur Internet en qualité toute pourrie nos émissions. Voilà. Et puis en plus, pour fêter ça, je vais faire comme Iron Man il me l'a dit. Je suis Spider-Man. Vous vous dites tous que c'est un effet spécial, mais non.